Bonsoir à tous. On va commencer la session des meilleurs posters. Merci aux plus courageux d'être restés jusqu'à... Vous pouvez me dire bonsoir à tous, si ce ne sera pas trop à mentir. Donc on va commencer par Catherine Matevi qui va nous présenter les anastomoses intracorporelles versus extracorporelles dans les colectomies droites laparoscopiques. Les résultats d'une méta-analyse. On t'écoute. Bonsoir à tout le monde, donc Catherine Matevi, je suis interne en chirurgie viscérale à Clermont-Ferrand. Je vais vous présenter le résultat de cette méta-analyse de 3105 patients qui visait à explorer les différences entre les anastomoses intra- et extracorporelles dans les côlons droits céliaux. Ça fait un petit peu le débat actuellement. Normalement, il y avait la présentation qui s'affichait. Ah, pardon. Super. Donc, je ne présente pas les avantages de la célioscopie dans la chirurgie colorectale. Je pense que tout le monde les connaît. Actuellement, donc, c'est le débat anastomose intra. Il y en a qui disent que ça diminue les ileus et ça permet moins d'éventration post-opératoire. Et les anastomoses extra, est-ce qui sont un peu plus faciles quand même à réaliser techniquement, il faut l'avouer, et qui permettraient de diminuer la contamination intra-abdominale lors de la confection de l'anastomose. Donc nous avons fait notre recherche bibliographique avec 3 bases de données. C'était sur PubMed, Embase et sur la Cochrane. Au total, nous avons retenu donc 20 études qui comprenaient 3105 patients. Donc 6 de ces études étaient prospectives, 14 étaient rétrospectives et elles étaient publiées entre 2004 et 2019. Pour nos critères de jugement principaux, nous avions en premier la mortalité. Aucune différence n'a été retrouvée en termes de mortalité entre les anastomoses intra- et extracorporelles. Et pour la morbidité à court terme, donc les complications post-opératoires, aucune différence n'a été retrouvée pour le critère de fistule anastomotique, d'ileus, d'hémorragie intrapéritonéale et d'hémorragie anastomotique. En revanche, les anastomoses intracorporelles permettent de diminuer les abcès de paroi, et ceci de manière significative. Pour nos critères de jugement secondaire, aucune différence pour les critères péropératoires. Il n'y a pas de conversion en laparotomie plus élevée dans un groupe que dans un autre. Et surtout, la durée de la chirurgie n'était pas allongée, même si les anastomoses étaient faites de façon intracorporelle. Pour le curage ganglionnaire, la qualité du curage était non différente entre les deux groupes. Et pour nos critères post-opératoires, il y avait une reprise du transit plus précoce de façon significative dans le groupe anastomose intracorporelle, des durées d'hospitalisation diminuées d'environ 1,5 jours et surtout un taux d'éventration post-opératoire réduit dans le groupe anastomose intracorporelle encore significatif. Donc au total, ce travail aura quand même permis de dire qu'avec 3105 patients, que les anastomoses intracorporelles dans la colectomie droite célioscopique ne sont pas délétères, pas d'augmentation de la morbimortalité et ont certains bénéfices comme une reprise du transit plus précoce, des diminutions des abcès de paroi et des durées d'hospitalisation qui sont raccourcies. Voilà. Je vous remercie. Quelqu'un a une question ? Non. Moi j'ai quelques questions. Juste, est-ce qu'il y avait dans ces séries-là des patients qui étaient opérés en robotique ? Non, justement, c'était un critère, nos critères de non-inclusion, c'était les chirurgies par laparotomie et les chirurgies par voie robotique, parce que on ne sait pas exactement l'avantage de la chirurgie robotique déjà en chirurgie colorectale et on voulait vraiment comparer que les choses qui sont faites par célioscopie parce qu'on sait que c'est un peu plus difficile quand même de réaliser l'anastomose par voie célioscopique que par voie robotique. Ça m'amène à ma deuxième question. Est-ce que tu as une idée, parce que je ne sais pas si tu as déjà fait toi des anastomoses intracorporelles en célio, c'est pas forcément simple de... Est-ce qu'il y a une idée de la courbe d'apprentissage et du nombre de cas nécessaires pour avoir atteint le haut de la courbe d'apprentissage pour... Il y a des articles dans la biblio qui sont sortis. Alors déjà, moi, j'étais assez surprise. C'est qu'ils disaient que chez des gens qui ont déjà fait, qui ont fait un internat avec de la célioscopie, c'était plus difficile de réaliser des colectomies droites que des colectomies gauches au début. Chose qui était un petit peu qui m'a surprise. Ils disaient que pour faire une colectomie droite célioscopique, il fallait faire environ 10 colectomies droites.
par voie cystoscopique pour être autonome. Et pour l'anastomose intracorporelle, donc ils avaient gradé en difficulté. L'anastomose intracorporelle, c'était une des choses les plus difficiles à réaliser par voie celluloscopique. Ils disaient qu'il fallait environ 30 anastomoses intracorporelles pour être à peu près aussi à l'aise que par voie extracorporelle. D'accord. Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que, enfin, je ne sais pas vous dans votre internat ou dans votre assistanat, mais moi encore quand j'étais interne, jeune interne et un peu moins sur la fin, c'est pas si vieux que ça. Les colectomies droites, ça se faisait par la parotomie, par une petite abord transverse. Donc des colectomies droites celluloscopie, on en a vu moins. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui arrive ici qui défendrait pas forcément la celluloscopie dans les colectomies droites à titre systématique. Mais donc je pense que ça vient un peu de là le décalage dans la courbe d'apprentissage, parce qu'on en a vu moins. Ouais, au milieu, exactement. Très bien, ok. À mon avis, ça vient un peu de là et bon, c'est très bien, parfait. Okay. On passe à la suivante peut-être. Vous avez d'autres questions, non? Si, moi j'ai encore une question, pardon. Je sais pas. J'ai encore une question. Il y a une question, oui, vas-y, je vous en prie. Par rapport au risque septique, en faisant l'anastomose en intracorporel, est-ce que vous n'avez pas plutôt de complications dans ce sens dans votre cire? Alors en fait, ce qui était difficile dans cette méta-analyse, c'est que nous avons volontairement exclu les abcès intra-abdominaux. Pourquoi? En fait, nous les avons comptés comme des fistules anastomotiques. C'était difficile dans les articles d'individualiser ceux qui avaient été vraiment des abcès, des contaminations, de ceux qui étaient secondaires à des fistules anastomotiques. Donc tous les abcès abdominaux ont été en fait renseignés dans le critère fistule. C'est en fait un des désavantages de l'anastomose intracorporelle. Ceux qui prônent les anastomoses extracorporelles, c'est comme ça qu'ils la défendent. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite compresse après, juste devant entre notre tube, enfin notre intestin grêle et notre côlon, pour essayer de diminuer la contamination intra-abdominale. Dans notre centre, on n'a pas l'impression qu'il y ait plus d'abcès intra-abdominaux avec les anastomoses intracorporelles. Du coup, et c'est pas ressorti là dans la méta-analyse. Donc j'aurais tendance à dire que non. Par contre, pour les abcès de parois, c'est vrai que les anastomoses intracorporelles diminuent les abcès de parois. Et une dernière question, après on te laisse tranquille, on passe à la suivante. Les anastomoses, c'était mécanique, manuel? Alors il y avait tout. De tout. Alors moi j'avais identifié, donc il y avait 3 types d'anastomoses, les purement manuels avec le plan postérieur, le plan antérieur, les mécaniques manuelles avec le plan postérieur et le plan antérieur qui étaient réalisés avec fermeture manuelle. Ça c'est celles qui sont réalisées le plus souvent. Et il y en avait quelques-unes qui étaient réalisées de manière totalement mécanique. Mais la majorité, plus des 3/4 des anastomoses, c'est le plan postérieur avec de manière mécanique et le plan antérieur fermé de façon manuelle. Ok, parfait, super, merci. Merci. Donc on passe à Clarisse Evenot qui nous présente la prise en charge chirurgicale de la carcinose péritonéale, le rôle de l'empathie clinique. Exactement, donc c'est toi toujours? Tac. Donc je remplace Léonore Robieux, qui est la psychologue du service dans lequel je travaillais jusqu'à septembre dernier, donc à la Riboisière, qui donc s'est fait mal au dos. Donc je la remplace. Je vais peut-être faire beaucoup moins bien pour l'empathie, mais je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'on a fait. Donc c'était une psychologue clinicienne qui était dans le service 3 jours par semaine, 2 jours à la fac et 3 jours en clinique. Et l'attitude du service était de voir tous les patients qui avaient une carcinose péritonéale, tous les patients avant et puis après pour le suivi. Donc dès le début, il y avait une psychologue qui discutait avec les patients. Et puis initialement, elle s'est rendue compte que finalement les patients discutaient avec elle de l'attitude de leur médecin, et puis les médecins discutaient des patients et des problèmes de communication avec elle. Donc finalement, cette idée est née de savoir quel est comment la communication entre la communication du médecin et l'empathie du médecin et le ressenti du patient pouvait améliorer sa prise en charge. Donc on a inclus pendant
je crois que c'était sur, ça devait être sur un an et demi. On a analysé l'ensemble des patients qui avaient une carcinose péritonéale, et en fait 3 groupes se sont dégagés. Les premiers qui allaient être traités de manière curative, donc avec une cytoréduction et une CHIP. Un autre groupe qui était traité de manière palliative, mais avec une prise en charge, avec une chimiothérapie et une PIPAC, qui est la chimiothérapie vaporisée qu'on met dans le ventre pour essayer d'intensifier le traitement. Et le troisième groupe qui était directement récusé, qui avait un traitement purement palliatif, voire des soins de confort. Donc 3 groupes en fonction du degré de gravité de la maladie et de leur prise en charge. Tous les patients étaient vus initialement, et puis en post-opératoire et au cours de leur suivi. Et on essayait d'analyser donc l'évaluation de la communication du patient et de son empathie. Donc on a exclu les patients qui avaient des problèmes psychiatriques, notamment ceux qui étaient traités pour dépression sévère. Et donc on analysait avant la prise en charge chirurgicale en consultation, au moment finalement de l'annonce du diagnostic, l'anxiété, la tension interne des patients, la qualité de vie, la dépression. Et puis, avec des systèmes de petits bonhommes, on demandait aux patients de se décrire avec des échelles de psychologie. Et puis après, en post-opératoire et notamment dans le suivi, de nouveau, on analysait l'anxiété, la tension interne, la qualité de vie. Et puis cette fois-ci, on demandait aux patients ce qu'ils pensaient de la communication de leur médecin, si elle était adaptée ou pas, et l'empathie. Et donc c'était répété comme ça au fil du temps et au cours du suivi. Et ce qu'on a montré, donc ça c'est la méthodologie, hein, vous avez différentes échelles de qualité de vie et d'empathie. Ici les groupes, donc il y avait 105 patients qui ont été analysés. Vous voyez ici les différentes étiologies: carcinose d'origine colorectale dans 38%, œsogastrique 24%, ovarienne 8%, maladie rare 14%. Les 3 groupes dont je vous ai parlé, donc CHIP, donc traitement curatif ou traitement palliatif avec PIPAC, ou récusé pour tout traitement chirurgical et uniquement chimiothérapie intraveineuse. Et donc on a montré qu'il y avait un impact positif d'une bonne qualité de communication et d'un niveau d'empathie élevé sur les symptômes dépressifs et anxieux. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était d'autant plus important que les patients avaient une maladie sévère. Donc plus la communication était adaptée et vécue comme bénéfique sur le patient, et sur l'empathie qu'on pouvait montrer, plus l'effet était... il y avait une diminution de l'impact délétère de l'annonce du diagnostic grave et de la prise en charge du malade. Et ce qui est pas tout à fait classique, puisque dans la littérature, en général, il y a quand même une baisse... il y a quand même un impact assez fort. On voit qu'en post-opératoire, il y a souvent une baisse de la qualité de vie et une hausse de l'anxiété et de la dépression en post-opératoire immédiat, puis après on revient à un état plus élevé, plus amélioré. Par contre, dans cette étude, en fait, c'était vraiment l'effet de la communication du patient, enfin du médecin avec son patient, et l'adaptation de celle-ci qui était bénéfique. Je crois que c'est ce qu'on dit là. Voilà. Voilà. Très bien. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez essayé de grouper les malades qui avaient de l'interventionnel, en fait, et ceux qui ne l'avaient pas, c'est-à-dire le groupe 1 et 2? Est-ce que le malade, quand on lui fait quelque chose, versus on ne lui fait rien? Parce que même la PIPAC, c'est un acte chirurgical, donc le malade peut le percevoir comme quelque chose pas de curatif, parce que ça dépend du discours qu'on y met avec. Mais c'est pas pareil que le malade à qui on ne fait rien. Donc est-ce que vous avez essayé de faire 1-2 versus 3, ou c'est pareil, ça changeait? Il y avait vraiment une gradation. Je ne pense pas qu'on ait groupé, mais il y avait une vraie différence entre chaque groupe. Entre 1 et 2, il y avait une différence. Oui. Voilà. Mais je suis d'accord que l'effet de la PIPAC sur le bien-être, c'est probablement aussi l'effet bénéfique de la chirurgie sur ces patients. Je suis sûre que ça, de ne pas les laisser aller en chimiothérapie intraveineuse seule, je pense que ça a un effet tout à fait bénéfique. C'est un biais, mais c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez mis en place du coup? Est-ce que vous avez changé votre attitude ou pas, ou pour l'instant, c'est-à-dire est-ce que ceux qui sont dans le groupe 2 et 3, ils sont plus encadrés psychologiquement, avant, après Je pense que c'est des pistes pour réfléchir pour éventuellement les équipes qui n'ont pas de psychologue dans leur service, et d'être plus attentifs à ces patients. Nous, on avait la chance d'avoir cette psychologue qui était là toujours au début et après dans le suivi dès qu'il y avait quelque chose, de manière presque systématique. Donc finalement, ça n'a pas changé tellement l'attitude du service, mais je pense que c'est très important de le noter. Et vous avez identifié que chez ces patients qui étaient plus graves, elle passait plus de temps elle-même avec eux
peut-être à s'en occuper Est-ce qu'il y a une évaluation du temps passé justement par les psychologues avec les patients et l'influence que ça pourrait avoir sur... Ça peut être une piste, hein, bien sûr, mais ça, on ne l'a pas évalué. Je pense que l'échantillon est trop faible, mais on pourrait en discuter. Je pense qu'effectivement, on est plus attentif et on répète les consultations. Ouais. Ok, merci beaucoup. On va passer aux 3 prochains, s'ils peuvent venir sur le plateau, comme ça on va avancer. Donc, Bogdan Badik, oui, bonjour, qui nous présente la place de la chimiothérapie adjuvante dans le cancer du côlon chez les patients âgés de plus de 80 ans. Bonjour, Bogdan Badik, CHU de Brest. Donc, la pathologie colorectale chez le patient âgé est un sujet toujours de débat. On a fait une analyse rétrospective portant sur 440 patients âgés de plus de 80 ans. Donc, c'est une étude de registre. Donc, entre 2004 et 2011, on a pris juste les adénocarcinomes et juste les stades 3 et 4. Donc, ils ont bénéficié d'une chimiothérapie ou indication de chimiothérapie en général. L'âge moyen des patients, environ 85 ans, une majorité des femmes. Ici, on a le flowchart, on voit bien la distribution en stade 3 et 4, avec environ 60 patients qui ont bénéficié pour le stade 3 d'une chimiothérapie adjuvante et environ 45 pour le stade 4. Donc ici, les résultats, donc majorité des patients, donc diagnostic qui est les diagnostics classiques par coloscopie, donc 40% des patients chirurgie en urgence, résection tumorale R0 pour la majorité des patients, rédaction de continuité après chirurgie de Harman qui est réalisée pour environ 3/4 des patients, embole également périnerveux pour la moitié des patients. Et on voit bien la récidive, donc en fonction de la chimiothérapie. Comme je vous disais tout à l'heure, donc 60 patients, donc environ 25% des patients stade 2, voire stade 4 qui ont bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante. Et ici, on a les résultats en termes de survie globale et survie sans récidive pour le stade 3. On voit une nette différence qui est significative donc pour les patients qui ont une chimiothérapie adjuvante, autant pour le stade 3 et le stade 4. Donc la conclusion, c'est important de proposer pour les patients qui peuvent supporter la chimiothérapie, qui n'ont pas de comorbidité, donc une chimiothérapie adjuvante. Il y a différents protocoles, différentes études. Il faut adapter aux patients, il faut bien sûr faire un diagnostic précis, oncologique et oncogériatrique avant de les opérer, avant de proposer un traitement aux patients. Merci. Okay. Vous avez beaucoup de malades en plus. Est-ce que vous avez essayé de matcher les groupes? C'est-à-dire de prendre que les malades qui avaient des suites simples, qui étaient en bon état général, on va dire, c'est-à-dire qu'ils pouvaient ou non recevoir la chimio, et de regarder s'il y avait toujours cette différence ou pas? Oui, donc on a fait l'étude, l'analyse au niveau de l'indice de Charlson, qui va prendre en compte les comorbidités, voire l'âge. Et on voit bien pour les petites comorbidités, on propose facilement la chimiothérapie, donc l'index Charlson de 4,5. Plus on va voir plus de comorbidités, les patients ne vont pas bénéficier d'une chimiothérapie. Ça, c'est net et ce n'est pas l'objet de poster. Parce que là, ce qu'on peut dire, c'est que le malade qui peut avoir de la chimio, il semble en bénéficier, mais on ne peut pas la faire à tout le monde, en fait. Ça, c'est clair. Parfois, on n'a pas le choix, quoi. Mais on voit bien, donc l'objet, c'était de juste montrer qu'il a quand même un bénéfice. Il ne faut pas avoir des doutes, il faut proposer. C'est de ne pas sous-traiter les malades âgés en disant ils sont âgés, donc même s'ils vont bien, on les laisse tranquilles. Voilà. C'était ça. Ouais. Super. Ok, merci beaucoup. Merci. On passe à la communication suivante. Cécilia Turcot qui nous présente l'implémentation d'un programme de réhabilitation amélioré en chirurgie hépatique. Leçon tirée après 100 patients. Alors bonjour. Donc moi je vais vous présenter les premiers résultats sur une cinquantaine de patients qui ont été inclus dans un programme de réhabilitation précoce en chirurgie hépatique. Donc vous savez que la réhabilitation précoce après chirurgie, donc la RAC, c'est un ensemble de mesures en fait périopératoires qui implique notamment la participation active du patient et le but en fait c'est de diminuer la morbidité et la durée d'hospitalisation. Pour que ça marche, ce protocole, il faut que les patients soient compliants.
Et en fait, les facteurs de non-compliance justement au protocole, c'est relativement peu décrit dans la littérature, donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet. Donc on a comparé en fait les 50 premiers patients inclus dans RAS par rapport à 50 patients non ERAS, on va dire, consécutifs. Donc au niveau des deux groupes, on a donc 50 patients dans chacun des groupes. Il n'y a pas de différence statistiquement significative en termes de données démographiques ou péropératoires, avec autant d'hépatectomies mineures que majeures. Concernant les résultats, donc on s'est aperçu qu'on avait une diminution de la durée moyenne de séjour qui passait en fait de 11 à 7 jours, quel que soit le type d'hépatectomie, avec une diminution également de la morbidité sévère qui en fait diminuait d'autant plus que la compliance au protocole augmentait. Concernant les résultats, au niveau péropératoire, on a une diminution du taux de drainage ainsi que du remplissage péropératoire. Alors, il n'y a pas de... On voit aussi que les pertes sanguines diminuent, même si ce n'est pas encore significatif. Et puis en post-opératoire, en fait, on s'est aperçu que les patients étaient plus vite réalimentés, avec un transit plus vite repris, et donc un détechniquage qui était plus rapide. Et par contre, quand on compare la compliance péropératoire qui est de 80% contre la compliance post-opératoire, on voit qu'il y a quand même pas mal d'écart, puisqu'en post-op, on a une compliance que de 50%, et en analyse multivariée, les deux facteurs en fait, qui ressortent, c'est le score ASA et l'hépatectomie élargie. Donc on peut, en conclusion, on voit que la mise en place du protocole a vraiment permis d'améliorer nos résultats au niveau des suites, mais que c'est quand même assez difficile à appliquer, notamment pour les patients fragiles ou pour les hépatectomies élargies difficiles avec des résections veineuses notamment. Voilà, merci. J'ai une question. Ce sont 100 patients consécutifs? En fait, il y a 50 patients ERAS consécutifs comparés à 50 patients pré-ERAS, mais consécutifs également. Et c'était les 50 derniers avant voilà, la tout mise à en fait. place. Donc, et là, on en est à 80 ou 90 patients qui sont ERAS. Alors, j'ai pas vu le taux de... Enfin, les hépatectomies majeures, il y en avait combien en proportion? C'était... C'est juste pour avoir le... Hépatectomie majeure, on avait à peu près 15% et élargie entre 25 et 20-25%. D'accord. La politique de drainage, même avant ERAS, c'est-à-dire hépatectomie majeure, une droite standard qui se passe bien, elle était drainée ou pas? Oui. Ça commence bien. Ouais, voilà. non, parce que tu diminues ton taux de drainage sur un drain qui n'aurait pas dû être mis. Donc en fait, tout à fait. Non, mais c'est le bénéfice du RAS, ça sert à ça aussi, c'est de dire... Oui, et puis se poser d'autres questions. Voilà, on avance sur ça. Est-ce qu'il faut drainer les hépatectomies majeures anatomiques classiques? Et donc là, c'est en train de beaucoup changer. On homogénise les pratiques, et il y a quand même une différence, il y a 10% de plus, alors je sais que c'est 10% de plus de célioscopie quand même. Tout à fait, même si ça c'est pas significatif, ça change quand même avec des lobectomies qui sortent finalement à J2 voilà, c'est ça. C'est un artifice assez efficace pour faire diminuer les durées d'hospitalisation généralement. Non, mais ça pousse à se remettre en question, alors que s'il n'y avait pas eu les programmes RAS, on continuerait par exemple à drainer en disant ben, voilà, je draine, alors que là on s'impose de ne pas drainer ou de retirer le drain tôt, etc. Ouais, la mise en place de SNG non systématique, des choses comme ça. Quoi. Vous en y étiez avant ou pas? Pas systématiquement, mais là on en met encore moins du coup. Voilà. Donc non, mais ça pousse à ça. Et les facteurs de non-compliance en post-opératoire viennent plutôt des docteurs que des patients, au final, non? Parce que... oui, après il y a le score ASA, mais qui est peu modifiable finalement. Ouais. Et puis le type d'hépatectomie, c'est sûr, quand il y a des hépatectomies élargies avec des résections, des reconstructions, en fait c'est impossible de respecter le protocole puisqu'il faut qu'il soit déperfusé complètement à J2. Donc en réa, c'est pas possible. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci. Et donc le dernier poster... Elena, Fernandez et Sevilla. Toi, tu as déjà présenté là-bas, tu fais le poster, tu es partout, c'est ça? Oui. Alors, prends l'autre si tu veux, peut-être s'il marche pas. C'est bon, il marche. Ouais. D'accord. Donc, oui, le travail que je vais présenter parle de résection de métastases hépatiques d'adénocarcinome du pancréas, utile ou futile. Donc, comme introduction, je dirais que le foie est la première localisation de métastases d'adénocarcinome du pancréas.
avec une survie médiane assez pauvre, de moins d'un an. Et le seul traitement curatif du cancer de pancréas, par contre, on connaît que c'est la chirurgie, mais les métastases hépatiques sont considérées actuellement une contre-indication pour cette intervention. Et on se pose la question dans les derniers temps si la réponse à la chimiothérapie pourrait faire reconsidérer ces recommandations. Donc l'objectif de ce travail, c'était d'analyser une série de patients reséqués et de métastases hépatiques d'adénocarcinome de pancréas et les comparer aux patients non reséqués. Donc ici, on a une table avec les données comparées de la littérature. Donc on voit des résultats assez différents au long du temps. Et en général, on parle de séries petites. Et surtout, il y a des patients qui ont reçu chimiothérapie, des patients qui non. Donc vraiment, ce n'est pas des études au niveau méthodologique très bien fait. Par contre, on voit une tendance dans les dernières années, les études faites dans les derniers temps, qui montre une amélioration de la survie pour des patients reséqués. Donc, notre travail, c'est une étude rétrospective unicentrique qui compare les patients avec des métastases hépatiques exclusives reséquées et non reséquées entre 1913 et 2016. Donc au total, dans notre centre, il y avait 500 patients diagnostiqués de métastases hépatiques d'adénocarcinome de pancréas. Tous les dossiers ont été discutés en réunion multidisciplinaire. Et les patients avec découverte préopératoire de métastases hépatiques, directement, ils ont été éliminés et ils ne sont pas été considérés pour la résection. Et au total, finalement, on avait 30 patients opérés et de 30 patients, on avait 12 patients reséqués, donc ça veut dire les 11%. Donc, dans la table qu'on voit en bas, on a les causes principales de non-resécabilité chez les patients opérés et non reséqués et les patients non opérés. Surtout, la principale limitation, c'était le nombre de lésions et la maladie extrahépatique. Et pour les patients opérés mais non reséqués, et la découverte préopératoire aussi. Donc ici, on a une table résumée de 12 patients reséqués. Donc au total, il y avait 50% de femmes, une âge moyenne de 53 ans. Il y avait 8 tumeurs de la tête de pancréas et 4 tumeurs distales. 8 patients ont reçu une chimiothérapie. Et de façon un peu surprenante, il y a 2 patients qui ont été opérés et reséqués en progression. Donc au total, dans les suites, il y avait 3 patients qui présentaient des complications importantes avec un décès post-opératoire d'une insuffisance hépatique après hépatectomie majeure. Et 3 patients présentaient une réponse complète sur la pièce opératoire. 8 patients étaient R0, 3 patients R1 et 2 patients R2. Les 2 patients reséqués en progression, il y avait un patient qui était R1, l'autre R2, et la survie était de moins de 4 mois. Donc, quand on regarde la survie, donc pour les patients reséqués, la survie depuis le diagnostic était de 31,7 mois et par rapport à 8 mois pour les patients non reséqués et 19,8 mois depuis la résection. Et la survie sans récidive était de 4,9 mois. Et dans les derniers suivis, on avait 5 patients vivants et les 80% présentaient une récidive. Donc ici, on voit une graphique qui compare les patients reséqués et non reséqués avec la survie à 1 an et à 5 ans. Et malgré les limitations de sélection de notre série, et on voit qu'effectivement, il y a une amélioration de la survie pour les patients reséqués de 40 versus 31 et de 20% versus 4% pour les non reséqués. Donc, il faut faire un peu d'attention sur la conclusion de ce travail parce que c'est une série petite, c'est historique et donc vraiment on ne peut pas confirmer une chose, on ne peut pas affirmer formellement un résultat, mais je pense que les données qu'on a trouvées au moins suggèrent que peut-être sur des patients jeunes qui ont répondu bien à la chimiothérapie et pour qui on peut envisager une résection R0 pour être au moins considérés et candidats pour une chirurgie de ce type de métastase. Merci. Ok, bravo. Alors, c'était tous des métachrones, hein? Synchrone et métachrone. 50%, oui, j'ai oublié. Il y a la moitié des malades qui étaient synchrones. C'est-à-dire que vous avez fait
découverte de méta-PEROP ou c'était connu avant et on a Non, décidé connu avant. Tous les malades connu étaient avant, diagnostiqués avant. qui avait fait un long traitement médical, j'imagine, et qui allait bien et qu'on a fini par opérer. Maladie contrôlée. D'accord, ok. Il y a eu des patients sans chimio, mais... Parce que c'était des synchrones, non, quand même pas. C'était des synchrones. Parce que synchrone sans chimio... Non, j'imagine qu'il ne devait pas y en avoir. C'était des synchrones... Des synchrones sans chimio, il ne doit pas y en avoir. Synchrone ou ménachrone. Je pense qu'il y avait les deux cas. Des vieux dans la série. C'est un peu surprenant, mais c'est ça. En fait, il y a des patients depuis 1993, donc il y a des patients pour qui on n'a pas trouvé de justification. Parce que si on regarde un peu dans la série, là, tous les patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie préopératoire, il n'y en a pas beaucoup qui sont vivants quand même. Hein. Non. Non, mais après, il n'y a pas beaucoup de malades vivants. Après, c'est toujours à polémique parce qu'on peut tout discuter, on peut voir le verre d'un côté ou l'autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les sélectionner, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où le malade va bien, il a un long recul, il a fait un traitement, il nous manque un outil pour dire, lui, ça vaut la peine de le faire, parce qu'il va en bénéficier, parce que, je ne sais pas, il a une génomique tumorale plutôt sympa. Ouais, et celui-là, qui est pareil que l'autre, il ne faut pas le faire parce qu'il va probablement rapidement progresser. En fait, c'est ça qui nous manque. Donc la réponse, je pense qu'il n'y a pas de dogme de dire il ne faut jamais le faire, parce que probablement qu'il y a des malades qui en bénéficient, ou il faut le faire systématiquement, parce qu'il y en a qui en bénéficient pas. Il y a quand même un malade qui est mort en post-op. Donc, enfin voilà, donc c'est pas non plus une chirurgie. Donc il nous manque l'outil qui permet de sélectionner vraiment les malades, quoi. Donc c'est le problème à l'heure actuelle. Ouais. Mais bon, voilà. Mais il y a toujours des mini-séries comme ça, et on arrive toujours à la même conclusion de dire on a l'impression effectivement qu'on tire un bénéfice, mais ça serait bien si on pouvait savoir à qui le faire et pas qui le faire, quoi. Tout à fait. Et l'avenir, je sais. Alors. Nous, on n'en a pas opéré, enfin, moi j'en ai commis 2 ou 3 qui ne sont pas allés bien du tout très rapidement derrière, donc ça m'a refroidi. En revanche, l'essor du percute pour le foie change un peu la donne. C'est-à-dire que le malade qui a la métastase dans le foie droit, qui fait 2 cm, qui est loin de tout, il y a 5 ans ou 10 ans, il fallait lui faire une hépatectomie droite ou une radiofréquence PEROP avec des résultats moyens. Là, avec du micro-ondes percutané sous scanner, c'est mini-invasif. Tu peux dire, je fais ça. Le malade, il sort le lendemain et on va voir ce qui se passe. Parce que est-ce qu'il va récidiver? Oui, non. Voilà, ça change un peu la donne parce qu'on peut être moins invasif que la chirurgie et voir un peu quelle est l'évolution avant de faire, par exemple, des gestes majeurs ou autres, quoi. Une méta dans les métastatiques du pancréas, il n'y en a pas beaucoup quand même. Non, mais c'est ces malades-là qui sont intéressants à justement proposer. C'est les discussions de RCP parce que c'est les oncologues qui poussent. Ils leur ont fait de la chimio, ça fait 12 mois, ils ont les neuropathies, ils peuvent plus faire de chimio, le malade il en a marre, ils te disent il n'a pas bougé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça qui te pousse. Et puis après, une fois que tu as vu le malade, si en plus il est sympa, alors là c'est fini, tu dis oui mais je vous opère, et voilà, et on part dans les trucs comme ça, quoi. Non, mais c'est des belles séries, hein, parce que tout le monde en a. Voilà. Après, il faudrait arriver chez ces malades-là, ou alors, chaque fois qu'on les opère sur la pièce, faire de la recherche génique pour voir si on arrive à trouver des gènes qui pourraient nous servir, comme ça a été fait dans les méta-hépatiques, où sur une biopsie, en fonction du codon de la mutation KRAS, s'il y avait des survies bonnes ou pas bonnes. Et chez les malades où il y avait des résections limites, c'était au MD Anderson qui faisait ça, il faisait une biopsie. S'il y avait une mutation KRAS sur le codon 13, ils n'opéraient pas le malade. S'il n'y avait pas de mutation, ils opéraient le malade. On peut imaginer quelque chose comme ça si on arrive, quand on les opère, à faire une analyse génique. Le problème, c'est que déjà, on ne voit pas beaucoup de malades. Donc mais bon. Voilà. Bon, juste pour terminer, on m'avait demandé de rappeler que vous avez sur l'application la possibilité de voter pour les meilleurs posters et pour le meilleur poster. Donc il faut le faire... Parmi ces 5. Parmi ces 5-là. Et voilà. Demain, il y aura la remise du prix je crois que c'est entre midi et demi et 13h30. Voilà. Sur le plateau télé. Donc on saura qui c'est qui a gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être restés.